Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono. On se retrouve comme chaque jeudi en direct et comme chaque jeudi on retrouve également à mes côtés Alexandre Benaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez notamment nous présenter les rendez-vous sportifs du week-end et on retrouve avec grand plaisir notre chroniqueur basket ce soir, Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et si vous êtes avec nous, c'est bien sûr pour parler basket avec nos invités, nos trois invités du Club des Sables Vendée Basket. Alors de droite à gauche, nous avons le président Nicolas Seferiadis. Bonsoir. Bonsoir. Le coach de l'équipe première en National 1 masculine, Denis Mété. Bonsoir. Bonsoir. Et puis l'un des joueurs de cette équipe des Sables, Jean-Michel Mipoca. Bonsoir. Bonsoir. On va revenir sur cette saison de N1 et notamment sur le dernier match et la courte défaite du côté de Tarbes-Lourdes. Mais avant cela, Alexandre, on va revenir sur un autre match de cette 21e journée. Et c'était du côté de Chaland, et les Chalandais qui recevaient Chartres. Exactement, et face aux Chartrains, co-leader du groupe qui restait sur 3 victoires consécutives, le VCB voulait bonifier sa victoire obtenue le week-end dernier à Poissy. Le début de rencontre est assez équilibré, les Chalandais sont présents en défense, les visiteurs sont parfois en manque d'adresse mais se ressaisissent en fin du premier quart-temps. Les hommes de Sébastien Lambert mènent 20-19 après 10 minutes. Un début de deuxième quart-temps, les Chalandais sont en réussite au shoot et enquillent plusieurs tirs primés. Au rebond, le VCB est cependant plus en difficulté. Les Chartrains se montrent bien plus présents dans la raquette. À la pause, Chaland mène +3, 41-38. Le début de deuxième va sourire aux Vendéens. Chartres n'y est pas et Chaland enquille les paniers. +9 et +16 même. Tout réussi aux Chalandais qui impriment le rythme de la rencontre et ne laissent pas souffler les Auréliens. 65-49 avant les 10 dernières minutes. La réussite ne va pas quitter le VCB dans le quatrième quart-temps, souvent sur courant alternatif cette saison. Chaland ne laisse pas filer l'opportunité et s'impose 84-71. Sébastien Lambert, le coach chalandais, était à notre micro en après-match. Aujourd'hui, le gros point positif, c'est que c'est le deuxième match où on est constamment. Après Poissy, on n'en a pas beaucoup dans l'année où on est constamment. Ce soir, on va partir du principe que c'est un match référence parce qu'on a confirmé en fait cette constance contre Poissy, qu'on a répondu présent dans le domaine qui est le leur, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire l'aspect physique. On savait que c'est une équipe qui aimait bastonner, entre guillemets, au-delà de jouer au basket bien évidemment, mais c'est une équipe qui mettait beaucoup d'intention et de pression physique sur l'adversaire. Il fallait répondre dans ce domaine-là et je pense qu'on a été plutôt pas mal dans ce domaine-là. Et dans le même temps, donc, nos invités Sablais se déplaçaient donc à Tarbes, face à Tarbes-Lourdes, Quentin, et donc courte défaite des Vendéens. Oui, une courte défaite pour les Sablais à Tarbes, un match très serré jusqu'à la fin, une défaite de 3 points, 62-59. Les Sables qui étaient vraiment dans le match tout le temps, juste ça s'est joué vraiment à la dernière minute. Malheureusement, cette défaite, elle fait mal, elle vient stopper une bonne série de victoires, et à 5 matchs de la fin du championnat, elle met un vrai coup d'arrêt. Denis, comment vous l'avez vécu ce match et cette défaite ? En fait, on est très déçus d'avoir perdu de peu. On est aussi content et satisfait d'avoir réussi à maintenir notre niveau défensif. Une défaite à Tarbes en début d'année, c'est quelque chose qui est possible. Il faut juste recontextualiser. On était quand même devant pendant le match. On a imprimé notre rythme défensif, donc ça, on est très content. Malheureusement, c'est pas tombé du bon côté à la fin, mais on reste sur une bonne série et un bilan sur les 5 dernières journées de 4 victoires, mais surtout avec une façon de faire qui est cohérente. Et Jean-Michel, un match où il y a eu l'adresse n'était pas au rendez-vous quand même des deux côtés. C'est pour ça que dans le quatrième quart-temps, ça tombe de leur côté, mais c'était dû à des défenses. Une grosse défense de leur part, et vous aussi, un match très défensif ou voilà, c'est... Oui, c'est un petit peu ça, c'est qu'on laisse un peu de la gomme défensivement et ça se durcit, et puis les arbitres aussi s'adaptent aussi au niveau du match, donc ça laisse un peu plus jouer, et puis voilà, ça rend un peu le match un peu, on va dire, pas très beau. Mais voilà, après, ils étaient à l'extérieur, on était à l'extérieur, ils étaient à domicile, ils ont eu de la chance un petit peu, on va dire, de profiter de ce contexte-là. Maintenant, il faut rester sur ce niveau-là, parce que au niveau défensif, ce qu'on a produit, c'était vraiment très bien. On les a vraiment bien fait déjouer, et je pense que si on est constant, au moins par rapport à ça, je pense qu'on peut aller chercher encore une autre série. Il y avait eu cette victoire face à Lorient juste avant, samedi, de 25 points. Lorient qui est un candidat aussi à plus haut au tableau en début d'année, qui se retrouve dans le bas du tableau. On voit que tout le monde peut battre tout le monde dans cette poule. Comment vous la vivez encore cette saison de N1 ?
On a eu un début de saison compliqué avec beaucoup de blessures. On est allé jusqu'à 6 blessés à un moment donné. Donc c'était pas simple. On vient juste de récupérer l'effectif pratiquement complet, on va dire. C'est pour la première fois, on fait des entraînements à 5 contre 5, donc c'est plutôt bien. Donc normalement, là on est armé pour bien finir la saison. L'équipe défensivement est au rendez-vous. Offensivement, il y a de belles choses. Les automatismes se mettent en place. Il faut qu'on gagne les 5 prochains et on oubliera le début de saison. Parce que c'est vrai que les SAP fonctionnent par série depuis le début de saison. 6 défaites pour commencer, puis 3 victoires, 7 défaites ensuite, et puis ensuite il y avait cette série de 4 victoires. Malgré la défaite à Tarbes, Denis Métet, vous sentez quand même que la période est quand même plus positive. Ah oui, honnêtement, on est déjà content de faire notre travail à 100%, on va dire. La semaine dernière, c'était une première séance où on a mis tous les joueurs à leur poste pendant l'entraînement, et donc forcément on a vu des choses s'améliorer, de qualité arriver. Oui, il faut maintenant oublier notre début de saison. Il y a eu de la malchance, on n'a pas aussi été performant, ça vient aussi de nous. Mais maintenant on montre qu'on peut jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde. Il reste 5 matchs, c'est 5 finales, et il faudra absolument montrer la même cohésion en défense, et puis améliorer encore notre capacité de scorer en attaque. Et vous, Jean-Michel, comment vous et les joueurs vous avez vécu ce début de saison? J'imagine que la série de défaites, les blessures, les absences, les difficultés de s'entraîner correctement, ça a dû être assez pesant. Oui, c'est clair, ça c'est pesant, ça s'est vu au niveau des résultats, surtout dans les contextes des matchs en eux-mêmes. On a vraiment beaucoup de matchs perdus de peu, et c'est là où on sent un petit peu le manque un peu de cohésion, le manque un petit peu le manque de cohésion. Donc du coup, c'est ça qui a rendu les choses un peu compliquées. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est un peu plus serein, on va dire. On a un groupe, on sait sur qui on peut se reposer, on est stable. Donc ça arrive au meilleur moment, j'ai envie de dire. Et puis, on espère que maintenant, ça va porter ses fruits. Et maintenant, Quentin, il faut se projeter très vite vers le prochain match, samedi soir. Et ça sera un déplacement, la réception de Roy. Qui est pour l'instant à 10 victoires, 10 défaites, du coup pas si loin, c'est juste, mais bon, ça sera plutôt dur de les atteindre. Il va falloir atteindre au moins les 10 victoires, parce que pour l'instant le 10e c'est Chaland qui est avec ses 2 victoires consécutives. Comment vous abordez cette fin de saison? Déjà match par match, il y aura 2 déplacements compliqués, mais là il y a la réception de Rueil. Mais Rueil, tout simplement, il ne faut pas entamer une nouvelle série. Comme vous avez dit tout à l'heure, on a fonctionné par série. Là, on a une défaite. Il ne faut certainement pas enchaîner une deuxième à domicile contre Rueil. Rueil qui est en difficulté, qui, eux, enchaînent une série de 4 défaites. Donc pour nous, le plus important, c'est de confirmer ce qu'on montre au niveau de notre basket à domicile, où on a gagné les derniers matchs, et justement engranger de la confiance sur ces matchs à domicile, pour aller chercher après des exploits chez les gros qui nous restent à affronter. Du coup, vous regardez encore la poule B? Toujours, tant que mathématiquement c'est possible, on regardera toujours la poule B. On l'a regardé depuis, même dans notre série de 7 défaites, on a continué à la regarder. Je pense que c'est très important, il faut se motiver là-dessus. On sait qu'on est plus en poule C qu'en poule B au niveau des statistiques, mais mathématiquement c'est encore jouable. Et cette équipe de Rueil que vous aviez battue au match aller à Rueil, 83 à 78. Allez, les premiers rendez-vous sportifs du week-end avec vous, Alexandre. On démarre avec un premier rendez-vous hors Vendée en basket, puisqu'on en parle ce soir. Retour cette fois en Ligue féminine sur les parquets pour La Roche Vendée Basket. Les Tigresses avant-dernière se déplacent en Finistère sur le terrain de Landerneau. Lanterne rouge, match crucial donc dimanche après-midi pour cette 14e journée. Puis à noter que les espoirs du RVBC joueront elles aussi à Landerneau, cette fois samedi après-midi en National 2. Toujours en basket, direction samedi soir la 22e journée de National 1 masculine. On vient d'en parler, nos invités des Sables Vendée Basket joueront Rueil-Malmaison, Salles-Beau Séjour à 20h. Le Vendée Chaland Basket 10e sera pour sa part en déplacement chez l'avant-dernier Berck. Un échelon plus bas du côté de la Nationale 2 masculine, Saint-Georges-Montaigu jouera face à Niort pour le compte de la 15e journée, rencontre à suivre à 20h samedi à la salle de sport de Saint-Georges de Montaigu. En Nationale 3 masculine, place aussi samedi à la 15e journée, Chambretot accueille Brissac. L'entente des clubs de la Roche-sur-Yon sera opposée à la réserve Tourangelle. Chalon-Riévy recevra Montfort, 2 déplacements aussi à l'extérieur. Salertaine jouera face au Mans, Luçon-Sainte-Gemme contre la Séguinière Saint-Louis. Et puis du côté des féminines, cette fois en Nationale 3, 3 rencontres programmées en Vendée
Vendée pour cette 14e journée. Derby entre Chantonnay-Saint-Germain et Riéville. Les Herbiers recevront Choret. Ces deux matchs sont lancés à 15h30 dimanche. Et puis à 15h45, le Smash affrontera Saint-Rogatien-Nantes à la salle de sport de l'Herbergement. D'autres rendez-vous à venir, bien sûr, dans la deuxième partie d'émission. On va mettre le basket entre parenthèses pendant quelques minutes, puisqu'on va maintenant parler cyclisme dans l'entretien de 85 chrono. Et Alexandre, vous avez été à la rencontre d'une figure du cyclisme, alors vendéen, mais j'ai envie de dire cyclisme français, puisque vous avez rencontré Jean-René Bernaudot. Jean-René Bernaudot, le manager du team Total Energy. Alors nous avons posé nos caméras évidemment aux Essarts, à la maison de l'équipe vendéenne. Le meilleur souvenir de 2023 de Jean-René Bernaudot, ses ambitions pour 2024 et puis aussi la suite, 2025-2026. C'est ce que je vous propose de retrouver dès maintenant dans cet extrait de l'entretien 85 chrono. Bonjour Jean-René Bernaudot. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, chez vous. On est au siège de la SA Vendée Cyclisme, la maison du team Total Energy, bien entendu, équipe dont vous êtes le manager général. Avant d'aborder vos ambitions sur la saison 2024, Jean-René Bernaudot, quel souvenir allez-vous garder de la saison cycliste 2023 ? Pour le supporter de vélo, il va dire Sagan qui termine au Tour de Vendée. C'était un beau clin d'œil d'un grand champion qui a fini sa carrière chez nous, qui nous a choisis. Mais je retiendrai en un quand même Mathieu Burgodeau qui nous a fait pleurer. Parce que quand on pleure de joie, quand on est patron d'une équipe, c'est des choses qui ne s'achètent pas. Donc Mathieu l'a fait. C'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est ça mon souvenir de 23. La saison de cyclisme 2024 a débuté. Le team a disputé ses premières courses ce week-end avec la Classique de Valence et le Grand Prix Castellón. Quels vont être les prochains grands rendez-vous de ce début de saison pour le team ? On va plutôt cibler les rendez-vous très hauts. Pour marquer les esprits. On va se concentrer sur une belle sélection pour le Tour de France. Mathieu Burgodeau va être le coureur protégé, numéro 1. Et puis on va essayer de cibler des choses qui seront réalisables, qui seront collectives. Les victoires doivent appartenir au groupe, pas à l'individu, parce que c'est toujours le travail de l'ombre qui paie. Donc les objectifs, ce sera... Bon, s'il y en a un, c'est une victoire d'étape au Tour. Ça, c'est évident. S'il y a une victoire au Tour, la saison sera réussie. Mais on peut très bien faire une belle saison sans gagner au Tour de France. Et ce collectif vendéen, il a beaucoup évolué depuis la saison dernière. De nombreux départs, Peter Sagan, Daniel Haas, Edvald Boissonhagen, mais plusieurs arrivées aussi, Lucas Boniface, Thomas Gachignard, Jordan Gégat et Baptiste Vadic. Qu'est-ce que ces départs et arrivées traduisent de vos ambitions pour cette saison, justement ? Le départ de Peter a entraîné aussi le départ de son groupe, qui a été remplacé par des coureurs qui habitent pas très loin, Bretagne. Il y en a un qui est presque vendéen, puisqu'il habite à Saint-Pompin, frontière de Fontenay-le-Comte. Thomas Gachignard. Donc, avec deux coureurs du Vendu, on va se recentrer sur des gens qui seront porteurs d'un vrai message à la vendéenne. Parce que je tiens vraiment à ce que les valeurs de la Vendée, qui sont reconnues à Paris comme des valeurs exemplaires, soient montrées par l'équipe, tout simplement. L'éducation, donc des vrais gens bien élevés. Le recrutement de cette année, c'est un recrutement recentré sur nos valeurs historiques. Ça avait du sens et aujourd'hui, on doit redonner du sens au cœur du projet qui est basé sur le sport, tout simplement. En amont de ce début de saison, votre équipe est partie en préparation, en Espagne d'abord, puis sur le continent africain, au Rwanda. Pendant le rassemblement en Espagne, à Calpe, vous avez détaillé auprès de vos coureurs la philosophie justement que vous souhaitiez continuer à donner à votre structure. Est-ce qu'on peut savoir quelle est cette philosophie que vous avez transmise à vos coureurs ? Alors c'est simple, vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes l'élite d'un sport, avec aucun droit que des devoirs. L'obligation de créer des vocations, l'obligation de créer une émulation. La vie est longue, ce qu'ils vont faire, c'est pas longtemps. Ils vont faire des belles rencontres. Il faut faire ces 10 ans, parce que ce sont les statistiques, 10 ans. J'aurais dit ça, de construire leur vie, d'engranger, s'ils peuvent gagner de l'argent pour le monde de demain. Se construire une famille, mais ça, c'est pas mon droit de m'occuper de ça. Mais je leur explique juste la chance que moi j'ai eue auparavant de croiser quelqu'un qui m'a tout donné. Alors je veux être cette personne et je leur ai demandé de pas me faire perdre de temps. Ceux qui veulent pas m'écouter, s'il vous plaît, vous me demandez rien. Moi, j'ai rien à gagner, j'ai juste envie de tout vous donner. Donc voilà ce que je leur ai dit. Et le message a été bien reçu, bien évidemment. Et je pense que oui, je pense qu'il est très ferme et sans joker. Moi, je joue sans joker tout le temps. On triche pas, on travaille. Voilà, c'est des choses toutes simples. L'avenir, c'est aussi 2025. On le sait, c'est la prochaine échéance pour espérer atteindre le World Tour, qui est le plus haut niveau mondial. Total Energy est actuellement dans la 2e division, le Pro Tour. Est-ce que l'équipe, Jean-René Bernaudot, a toujours cette ambition de figurer parmi les 10 meilleures équipes ? Absolument pas, ça sera une conséquence.
On ne cherche pas le World Tour, on veut y être. On veut y être, ce sera une conséquence, c'est une addition de points. 23, 24, 25. Et à la fin des 25, on additionne les 3 années. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance. On est condamné à faire des belles saisons. Et puis, moi, je m'en fiche un peu de ce sport business avec les achats de licences comme il y a eu par certaines équipes actuellement dans le World Tour. Le football nous montre des exemples à ne pas suivre. Et puis, pas faire croire au miracle. On ne peut pas parler de... Moi, j'aime beaucoup Mbappé, mais on ne peut pas faire croire à un enfant qu'il va être Mbappé. Il faut juste qu'il accomplisse des rêves. L'argent, c'est quoi? Moi, je suis riche d'avoir choisi ma fin de carrière. On en a aussi beaucoup parlé ces derniers temps de cette fin de carrière. Ce contrat, en tout cas, du team Total Energy, lui, il s'étend pour 2 saisons encore jusqu'en 2025. Il est présent depuis 2019. Est-ce que vous avez déjà cette échéance en tête? Est-ce que vous y pensez à la suite? On y pense toujours, parce qu'on vit avec ça, nous. Nous, notre chiffre d'affaires est fait avec le sponsoring. Donc, c'est mon vrai boulot. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'à la fin 24, on sera en 26. C'est pas mal. C'est une bonne réponse? C'est une bonne réponse. C'est bien. Une autre réponse, c'est peut-être aussi de dire que vous avez choisi, c'est ce que vous venez de dire, votre fin de carrière. Vous avez envie de choisir votre fin de carrière. Est-ce que vous avez aussi envie de passer la main? Ou alors, vous serez là pour embrayer sur autre chose, avec un autre sponsor peut-être? Moi, j'ai un projet au fond de moi de redonner. Et j'aimerais beaucoup m'investir dans le monde éducatif, pour aller dans les écoles, les lycées, pour dire il y a des clubs, faites du vélo dans mon sport. Voilà, je voudrais que 26 me donne du temps pour le faire. C'est vrai que jusqu'en 25, je serai encore à la tête de l'équipe, obligatoirement, parce que le contrat est à mon nom. Mais voilà, je ne peux pas vous dire beaucoup ce que je ferai en 26, mais c'est vrai que je prendrai un petit peu de recul. Prochain rendez-vous pour l'équipe du Team Total Energy, c'est ce dimanche, c'est ça, dans les Bouches-du-Rhône, pour le Grand Prix La Marseillaise. Ouais. Merci Jean-René Bernaudot. Merci, c'était un plaisir. Voilà un entretien qui sera à découvrir demain en intégralité après la matinale de TV Vendée, et puis notamment pour avoir une anecdote de Jean-René Bernaudot sur sa participation aux Jeux Olympiques en 1976. Nicolas Seferis, peut-être une réaction à cet entretien de Jean-René Bernaudot. Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué? Est-ce que vous avez retenu? Ce que j'ai retenu, c'est que il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'il dit. Bon, après, chacun son style. On n'a pas tous le même, mais il a cette réputation-là, de toute façon. Je pense que c'était pas facile pour le journaliste. il a dû... secret de tournage, Non, mais c'est quelqu'un de charmant. Je l'ai croisé une fois, mais voilà. Donc voilà, chacun son style. Bon, moi aussi, de temps en temps, je peux intervenir, mais peu. Ça, c'est le rôle de notre coach. Mais de temps en temps, oui, on échange avec les joueurs aussi. On essaie de leur montrer, leur donner les bonnes valeurs aussi, quoi. Allez, on va revenir au basket avec Quentin et donc ce match face à Reveil samedi soir à la salle Beau Séjour, donc 22e journée de National 1 masculine. Oui, du coup, Jean-Michel, on l'a évoqué avec Denis, cette fin de saison. Vous, Reveil, vous étiez victorieux à l'aller. Comment vous l'abordez, vous, l'équipe, ensemble? On va essayer de continuer sur les valeurs qu'on a montrées sur les 2 derniers mois. Va falloir mettre beaucoup d'agressivité, beaucoup d'intensité. C'est une équipe qui n'est pas au mieux, donc il ne faudrait pas qu'ils viennent se mettre en confiance ici. Donc voilà. Et puis nous, on sort d'une défaite un peu rageante. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on se remette la tête à l'endroit et qu'on soit les premiers à taper, on va dire, et remporter ce match-là. Il n'y aura pas d'autre issue. Et sur un point personnel, vous revenez d'une blessure qui vous a coupé. Je reviens d'une blessure. Voilà, maintenant il faut se remettre en jambes. C'est pas la meilleure période parce qu'on enchaîne les matchs, mais bon voilà, je vais tout faire pour être à mon meilleur niveau et meilleur que ce que j'ai produit à Tarbes, ça c'est sûr. En parlant de blessure, Denis, vous n'avez pas été épargné. La blessure de votre capitaine, Greg Lessard, les croisés malheureusement. C'est un bon rétablissement. Comment l'équipe a vécu ça? Même vous, il a fallu choisir un nouveau capitaine au sein de l'équipe. Enfin, comment vous avez abordé ça? Votre secteur intérieur a été un peu diminué, il a fallu recruter. Ouais, décimé même, on va dire. Ouais. On a fait des matchs avec 2 intérieurs, dont un qui n'était pas du métier. Donc oui, c'est forcément un gros coup sur la tête. Surtout que Greg était en train de réussir, en tout cas statistiquement, sa meilleure saison. C'était le vrai pendant de Jean-Michel. Il se trouvait très bien aussi sur le terrain. On connaît aussi son côté leader par l'exemple. Sur le banc, dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui fait d'abord, et donc qui emmenait aussi avec lui les jeunes. Mais bon,
voilà, Greg, il revient aussi, hein, il a été opéré, il est pratiquement tous les jours, il vient faire son coucou et parler aux jeunes, donc on peut encore compter sur lui, et forcément c'est pour nous une perte sportive, mais on sait qu'il est toujours avec nous par l'esprit. Du coup, dans la gestion d'effectifs, ça doit pas être facile. Il y a eu beaucoup de changements cette année, au niveau des joueurs étrangers aussi. Vous avez général manager présent au club. Comment vous, cette gestion, vous la percevez? C'était un peu un ouragan parce que toutes les semaines on cherchait de nouveaux joueurs, des pigistes, donc on a travaillé pas mal de nuits, surtout Denis. Mais bon, voilà, notre rôle de dirigeant, c'est de soutenir justement dans ces moments-là. Et puis je pense qu'on a fait de bonnes recrues, de bons choix. Il y a une bonne mentalité, il y a un vrai esprit d'équipe. Le job a été fait malgré les embûches, quoi. Du coup, l'impression d'avoir un peu de retard collectivement, ou c'est compliqué de bosser collectivement? Oui, c'est bossé. Pour parler des recrues, en une semaine, on a reçu 3 nouveaux joueurs. Donc ça fait beaucoup, sur 10, tout en sachant qu'en plus on avait un collectif à construire, puisqu'on est parti d'une feuille blanche, à la fois au niveau des joueurs mais aussi au niveau du staff, puisque nous on était tout neuf, et il fallait apprendre à travailler ensemble. Donc on a eu du retard à l'allumage, malheureusement, quand on s'est lancé, et notamment à Chaland dans le derby, on a eu 3 blessés ce jour-là, et forcément ça nous a mis un coup d'arrêt alors qu'il y avait du mieux. Donc, mais bon, après on a fait les bons recrutements, j'ai été suivi par la présidence dans mes choix. J'ai jamais senti de mise en doute de ce qu'on faisait. Et puis les joueurs aussi ont prouvé sur le terrain qu'ils défendaient le maillot malgré on a joué des matchs à 7, à 8, on a perdu au buzzer, on a perdu de très peu. Donc voilà, c'est très rageant, très frustrant. Mais ça nous a aussi construit, et je pense que maintenant on l'a aussi en nous, et que cette frustration, on essaye de la mettre positivement maintenant sur le terrain. Nicolas Seferiadis, évidemment, cette 14e et dernière place au classement n'était pas l'objectif est envisagé en début de saison, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. Comment, en tant que président, quel est votre message auprès du groupe depuis le début de saison, après cette série de défaites d'entrée de jeu? Comment vous êtes comporté, vous, auprès d'équipe? Alors moi, forcément, je fais en sorte de toujours encourager, mais il y a des moments aussi où j'ai dû prendre la parole pour qu'on rattrape le retard qu'on avait, en se disant si on ne travaille pas plus, on n'y arrivera pas, parce qu'on a du retard, avec beaucoup de pigistes qui sont arrivés. Donc là, l'équipe s'est mobilisée, ça porte ses fruits, on le voit là, et moi je suis très confiant, parce que les garçons ont vraiment fait ce qu'il fallait, que ce soit le staff ou l'équipe. Donc je pense que les 5 prochains matchs, là, ils sont pour nous. De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais on est prêt pour ça. Après, c'est le sport, donc c'est pas comme dans le monde de l'entreprise où on peut réagir différemment, mais là, dans le sport, il y a des aléas, et c'est un match, tout peut arriver, on le sait très bien. Donc il faut s'adapter. Sur ces 5 derniers matchs de la première phase, donc réception de Reveil, on en a parlé, déplacement à Quimper, le derby face à Chaland le 6 février, un déplacement à Chartres, et la réception de Berck en Duflier pour le 16 février. Quentin, on va s'intéresser aux autres équipes vendéennes qui évoluent au niveau national, et on va commencer avec la Ligue féminine. Avec la Ligue féminine, et puis du coup un match coup près, dimanche à 15h15 pour les filles et Manu Body. Face à Landerneau, un candidat au play-down, largement. Landerneau qui aura aussi, les deux équipes ont fait appel, mais qui normalement aura aussi 2 points de pénalité. 1 point de pénalité en saison régulière pour La Roche, et 1 point de pénalité en play-down. C'est ça, et pour Landerneau, 2 points de pénalité en saison régulière et 2 points en play-down. À l'inverse, Landerneau a encore le droit au recrutement. Voilà, c'est ce qui peut quand même changer un petit peu la donne, parce que La Roche finira la saison avec cette joueuse professionnelle. On devrait voir le retour de Louise Prono dès dimanche. On revient chez les garçons avec la Nationale 2 masculine et Saint-Georges de Montaigu. C'est ça, les hommes de Paul Ravon qui vont retrouver le terrain. Ils avaient eu un week-end là, de pause, donc ils vont aller... ils reçoivent Niort, 12e, un match pareil pour le maintien, parce que l'objectif reste le même, du côté de Saint-Georges, se maintenir pour cette première saison à ce niveau-là, donc il sera très important, et toujours emmené dans cette ambiance de folie, là, emmené par le Copmen, donc ils seront soutenus là-bas.
On reparle de l'équipe féminine du RVBC, mais l'équipe Espoir qui est en National 2. Oui, les filles de National 2 qui vont jouer du coup Espoir contre Landerneau samedi. Landerneau actuellement 11e, les filles de La Roche 10e, elles ont une victoire d'avance. Donc voilà, ça sera un match avec des jeunes filles sur le terrain, donc il faudra aller chercher cette victoire. En National 3 masculine, alors on a des équipes vendéennes réparties dans deux groupes. Déjà dans le groupe D, 3 équipes. Du coup, Luçon-Saint-Gemme, actuellement 2e, qui du coup, après sa victoire contre La Roche 76-67, avant la pause, se déplacera à la Séguinière, là, dans une ambiance aussi très chaude là-bas. Et puis après, du coup, Chambretot avec son nouvel entraîneur qui jouera contre Brissac 3e. Qui sera coaché du coup maintenant par Dimitri Gabar qui arrive de Cholet, qui a repris du service. Donc voilà, Chambretot qui a écopé aussi de 2 points de pénalité, donc maintenant qui va essayer de remonter un petit peu au classement. Et puis la CTC de La Roche, actuellement toujours dernière, recevra Tours. Et dans la poule E, on retrouve Salertaine et Chalon-Yévy. C'est ça. Du coup, Salertaine qui a perdu de 35 points face à Caen et qui aura un déplacement compliqué au Mans-Jaltes. Et du coup, la CTC Chalon, pareil, qui a perdu et la recevra... ira chez les premiers Montfort. Donc, ça ne sera pas un déplacement facile pour les hommes de Freddy Massé. Et en National 3 féminine, là aussi, les équipes réparties dans 2 poules. Dans la poule D, on a Riévy et les Herbiers. Oui, et on aura du coup de nouveau... un derby ce week-end à Riévy qui jouera contre Saint-Germain-Chantonnay. Il y a Chantonnay-Saint-Germain également. Après avoir joué le week-end il y a 15 jours contre les Herbiers et l'avoir emporté de 9 points. Riévy qui réalise une bonne saison pour l'instant en F3 alors qu'elles auraient dû descendre l'année dernière. Donc elles vont tâcher de continuer. Et les Herbiers qui iront à Chorel les 2e. Et enfin, dans la poule E, le Smash. Le Smash actuellement dans la zone de relégation qui va tenter d'essayer de remonter au classement et qui du coup recevra la Saint-Rogatien de Nantes 5e dans l'espoir vraiment de se sauver à ce niveau-là. Allez, on va maintenant ouvrir une page voile avec vous, Alexandre, avec notamment, en ce qui concerne les IMOCA, la New York Vendée, la dernière course qualificative pour le Vendée Globe qui a été présentée. Exactement, et qui s'élancera, on le savait déjà avant, bien sûr, le 29 mai prochain, départ à 14h heure de New York, il faudra régler sa montre à l'heure française, 20h en France pour le départ. 31 skippers sont pour l'heure inscrits à la course, 3200 milles nautiques à parcourir. L'organisation de la course n'exclut pas que 2 records soient battus. Le premier, c'est le record de course, tout simplement. En 2016, sur la première édition, Jérémy Bayou s'est imposé en 9 jours, 16h et 57 minutes. Pas impossible que ce record tombe donc pour la deuxième édition. Et puis le second record qui pourrait être effacé des tablettes, c'est celui de la plus grande distance parcourue en 24 heures. Record détenu par Thomas Ruyant depuis la fin 2023. C'était sur la course du retour à la base. À suivre donc, les arrivées seront prévues, elles, aux alentours du 8 juin au Sable d'Olonne. Hubert Lemonnier, directeur de course, était à notre micro lors de cette présentation mardi après-midi. Les règles de course, elles ont été écrites d'une manière où il faut prendre un départ de course et valider une transatlantique en 2024. Et il y a 2 transatlantiques qui ont lieu en 2024. Il y a la Transat Aller, la Transat Retour, la New York Vendée Les Sables et la Transat Retour. Donc il y en a qui vont valider leur processus avec la Transat Aller et qui donc, de fait, si tout se passe bien, n'auront pas l'obligation de prendre le départ de la Transat Retour. C'est pour ça que le plateau de la New York Vendée Les Sables est certes énorme, puisqu'on est quand même à plus de 30 bateaux, mais il n'y a pas tous les candidats au Vendée Globe 2024. Et parmi les 31 skippers inscrits, pas le nom de Arnaud Boissière. Pas de départ pour lui sur cette New York Vendée Les Sables. Le skipper sera blessé en revanche sur la course aller. La Transat CIC qui partira de Lorient le 28 avril prochain. Et puis vous le voyez sur ces images, pas de navigation prévue pour l'heure. Son IMOCA, la Micaline, est en chantier d'hiver au Sable d'Olonne, chantier sur lequel nous nous sommes rendus cette semaine. Son équipe prépare le bateau avec plusieurs modifications importantes. Objectif en vue, une remise à l'eau fin mars, début avril au plus tard. Le sujet complet, bien sûr, Arnaud Boissière et son chantier est à découvrir dès demain matin dans la matinale de TV Vendée. Avant cela, petit extrait de l'interview avec Arnaud Boissière, vous allez l'entendre, à 51 ans, Cali a de la suite dans ses idées pour son 5e Vendée Globe. Ce bateau, je l'aime, c'est important. Je pense que c'est important d'aimer son bateau, je trouve qu'il est magnifique. Il a une histoire très forte. Je suis hyper excité de partir au Tour du Monde avec un bateau qui est différent de ce que j'avais à 4 ans, qui est plus puissant, qui est plus volant. À 50 balais, je suis comme un gamin quand je pense au Vendée Globe, ce que le Vendée Globe m'a apporté et ce qu'il va encore m'apporter, et c'est super excitant. J'ai fait 7e, 8e, 10e et 15e le 4 Vendée Globe, dans l'ordre. J'aimerais bien inverser la tendance, tu vois. Il faut que je fasse dans les 15. Sur le papier, c'est chaud quand tu regardes. Il est gonflé, Arnaud, mais ouais, je suis gonflé.
je suis ambitieux et je suis motivé. Allez, vous avez gardé la main, Alexandre, pour les autres rendez-vous sportifs du week-end. Et premier rendez-vous de cette deuxième partie de l'agenda, c'est du football. Week-end synonyme de la 9e journée en retard du championnat de National 2. Les Herbiers leaders reçoivent Romorantin, actuel à 6e au classement. Coup d'envoi samedi soir 18h au stade Massabielle. Et puis un cran plus bas en match en retard en National 3, place à la 7e journée. Samedi soir, Chaland 11e reçoit la réserve des Chamois Niortais. 9e rencontre lancée à 18h au stade Jean Léveillé. À l'extérieur, le Vendée Poiré Foot, actuel 3e, se rendra sur le terrain de Choret. Un rendez-vous également à vous communiquer en handball. Match de gala organisé par le Montaigu Vendée Handball. Ce match opposera l'ASB Rezé, équipe de N1, à l'Union Sud Mayenne, club de N2, à suivre samedi 20h au complexe sportif Maxime Bossis de Montaigu. En volleyball, une seule affiche en Vendée, c'est en National 3 féminine. Montaigu Vendée Boufféré reçoit Caen. 12e journée lancée à 13h dimanche à la Halle des Sports de Boufféré. Et puis enfin, épilogue de cet agenda avec de la course à pied, 15e édition des foulées du Mingo. Ce sera dimanche à Cugan. 4 distances au choix de 10 à 37 km et puis 2 marches sont aussi au menu de 10 et 17 km. Allez, un dernier mot avec nos invités avant de passer au quiz. Denis Métel, c'est votre première saison au Sable. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir en Vendée ? Un projet très ambitieux et en même temps avec les pieds sur terre. Donc ça me plaît bien. Il y a un club amateur qui vit très bien, avec un staff déjà bien en place et puis un président ambitieux avec des dirigeants. Et ce qui m'a motivé aussi, c'est quand on est venu ici sur la route, quand on quitte les Sables, on voit quelques grues qui sont en train de travailler et on voit des murs se monter et donc voilà, c'est forcément très motivant. Jean-Michel Mipoka, vous avez un très long CV basket, professionnel depuis 2003, champion de France de Pro B, notamment en 2012 avec Limoges. Vous êtes passé par Cholet, Roanne, Nancy, Rouen, Pau-Orthez ou encore Gravelines, Dunkerque. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher au Sable ? C'était surtout de l'ambition du club. Quand j'ai discuté avec Denis, ça fait un moment qu'on se connaît depuis l'époque où on était... À Rouen, peut-être. À Rouen, même avant. Bien avant. On se rencontre en 2000 la première fois. Il est coach au Mans, je suis à Cholet. Donc voilà, c'est lui qui m'a vraiment convaincu que le projet était vraiment très intéressant et très ambitieux. J'ai de la famille dans le coin parce que j'ai joué à Cholet. Donc du coup, ma conjointe vient de Cholet. D'accord. Donc du coup, ça a aidé aussi à revenir dans le coin. Et puis on a allié tout ça avec pas mal d'ambition. Et voilà, c'était ce dont j'avais besoin. Je suis âgé, mais j'ai pas envie de jouer, on va dire. Pas pour rien, mais je suis pas en pré-retraite. Donc j'ai vraiment envie encore de performer et de gagner des matchs. Ça se passe pas trop en ce moment, mais on va y arriver. On va tester maintenant vos connaissances basket, messieurs, avec le quiz. Parce qu'Alexandre a concocté quelques questions. Tout le monde va pouvoir jouer, donc Quentin, qui peut être un candidat sérieux au quiz. Et bien c'est parti, Alexandre, première question. Allez, on va aller du plus simple au plus difficile quand même pour commencer. Contre quel club votre équipe des Sables Vendée Basket a-t-elle inscrit son record de points cette saison ? C'était censé être la plus facile. Oui, c'est ça, c'est inquiétant. Équipe bretonne peut-être. Lorient. Allez, Lorient. Le CEP Lorient 107 à 77 fin octobre. Alors en Eurocup Women, on a parlé de la Roche-Vendée tout à l'heure. L'aventure européenne du RVBC s'est arrêtée il y a 2 semaines en 8e de finale. Contre quelle équipe européenne ? Riga, bonne réponse. Équipe de Lettonie. Plus difficile, mi-décembre, l'ACEPA Basket organisé à La Roche-sur-Yon la 2e édition du VIB Tournament. Qui a remporté le tournoi, qui réunit notamment des joueurs internationaux de moins de 18 ans. Pas facile celle-ci. L'équipe slovaque. Oui, on y est allé en plus. Je suis allé vendredi, mais je les ai pas vus jouer. Quentin peut-être, non ? Je l'ai pas. Non. Le niveau de l'Angoshin alors. Ouais. Bon, l'Inter Bratislava. Une dernière question. Une dernière. On a le temps. Allez, le 22 juin 2023 avait lieu la draft NBA. Le Français Victor Wembanyama, bien sûr, a été choisi en numéro 1. Mais qui est l'autre joueur français à avoir été sélectionné en 7e ? Bilal Koulibaly. Voilà, Bilal Koulibaly. C'est une bonne réponse. Allez, une petite dernière, rapide. Une dernière. Alors, en juin 2023, s'est déroulé le match de basket le plus haut d'Europe. Où s'est déroulé ce match ? Qui était un match d'exhibition en 3-3. C'était en France ? C'était en France. Dans les Pyrénées ? C'est aussi dans les Pyrénées. Pic du Midi d'Osso ? C'est le pic du Midi Bigorre. Bonne réponse, Denis Métel. Bravo. C'est un peu le coin où j'ai vécu, mais je l'avais un peu en tête. Vous vouliez être sûr quand même. Hein, on l'a vu mardi, on était à l'hôtel face au Pic du Midi d'Osso. C'est vrai.
Les Sables, ouais, c'est samedi soir, salle beau séjour, donc 22e journée de National 1 masculine de basket, coup d'envoi à 20h et donc 5 matchs pour se sortir de cette zone rouge dans la poule A de National 1. Merci beaucoup messieurs, bon match à vous samedi, on y sera d'ailleurs, on aura les images en 85 chrono lundi. Merci Alexandre, on vous retrouve dans le journal des sports lundi matin puis dans 85 chrono. Merci Quentin. Merci Aurélien. À très vite pour reparler basket et merci à vous de nous avoir suivis, très bonne fin de semaine à tous.